Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Emily Boom. Bonsoir Emily Boom. Bonsoir. Vous avez publié Le rêve du pêcheur. Alors ce livre s'est vu décerner le prix des 5 continents de la francophonie 2025. Que vous apporte cette reconnaissance ? J'en suis ravie, déjà parce que le prix des 5 continents récompense un livre issu de la francophonie, donc c'est tous les territoires de la francophonie dans les 5 continents, et ensuite le livre primé a pour vocation de voyager à l'intérieur de la francophonie. Donc pour moi, c'est un plaisir. Est-ce que vous avez l'impression que les identités de la francophonie sont multiples ? Oui, bien sûr, absolument. D'ailleurs, on peut aussi se demander qu'est-ce que c'est que la francophonie. Il y a divers endroits dans le monde où on parle français. Le français est arrivé à ces endroits par des histoires différentes. Et ce qui nous lie, c'est cette langue. Et elle porte nos histoires, nos identités. Bien sûr, il y a 1000 identités à l'intérieur. Heureusement, d'ailleurs. Ce roman, Le rêve du pêcheur, il s'articule autour de la modernité et de la tradition. Il y a une tension entre les deux. C'est un peu un écrit qui est en miroir. Oui, c'est une histoire en miroir entre un pêcheur, un vieux pêcheur, le grand-père Zach et son petit-fils Zacharie. Et les deux ne se rencontreront jamais pour la simple raison que lorsque le petit-fils advient, le grand-père est déjà parti. Mais malgré tout, leurs histoires sont en miroir pour raconter les changements du monde et la façon dont dans la façon dont ils impactent nos vies en tant qu'individus et nos trajectoires. Alors Zacharias, il vit au Cameroun et chez lui, on est pêcheur de père Oui, en fils. oui, oui. Il vient de Campo, un petit village qui existe vraiment, hein, qui est à l'extrême sud du Cameroun, où ils sont pêcheurs de père en fils, jusqu'à ce que une compagnie forestière et une coopérative arrivent pour exploiter le poisson et fassent venir des chalutiers. La question de la pêche industrielle est aussi encore aujourd'hui un point névralgique sur les côtes africaines et ailleurs. Et vous soulignez que la grand-mère, elle n'est pas dupe de tous ces achats qu'on fait miroiter aux gens. Il y a une espèce de clairvoyance chez cette femme. Alors, elle n'est pas dupe de la richesse qu'apporte, entre guillemets, la modernité, un nouveau four, une moto, enfin, toutes des choses dont on n'avait pas besoin. Pour des pêcheurs, une moto, c'est pas tellement utile. Elle n'est pas dupe de ça. Mais surtout, ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est que sa famille explose. C'est-à-dire son intimité est profondément bouleversée par quelque chose qui vient de l'extérieur. Et elle ne sait pas résister. Son mari change, ses enfants changent, elle perd la maîtrise de sa maison, de son intimité. Et petit à petit, le voit-elle, de la communauté tout entière. Vous avez vous-même grandi au Cameroun. Oui. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur vos propres souvenirs pour imaginer ce livre ? Ce n'est pas des souvenirs immédiats. C'est-à-dire que le livre des pêcheurs n'est en aucune façon autobiographique. Même si je dis souvent que, en tant que romancière, nous sommes notre propre matériau. Ce truc, je le puise forcément de quelque chose que je porte en moi. Mais c'était surtout la volonté d'écrire les lieux, les géographies et la grande histoire, à quel point elle vient nous impacter et nous bouleverser, y compris par des moyens qu'on ne conscientise pas. Et il y a une confrontation entre des modes de vie qui sont vraiment résolument opposés. Hein. Ouais, il y a une confrontation entre un mode de vie intrinsèque et quelque chose qui vient de l'extérieur et vient impacter et bouleverser le mode de vie. Je veux dire, donc il y a des tensions et des conflits de loyauté, forcément. Et des codes différents qui régissent les relations humaines. Et des codes différents, et une façon différente de faire famille, une façon différente d'asseoir sa spiritualité, la notion d'être riche qui crée par opposition la pauvreté, une création de la pauvreté dans une société qui, sans être riche, était sobre, relativement sobre, et qui tout d'un coup se retrouve embarquée dans quelque chose qu'elle a du mal à assimiler. Est-ce que l'appartenance à une communauté vous semble fondatrice ? Moi, je pense que oui. Je pense que nous sommes dans une époque et dans une philosophie qui, à juste titre sans doute, met en avant l'individu et sa capacité à se prendre en charge. Mais je pense que sans la communauté, l'individu est relativement creux.
en tout cas, sans le lien qu'il peut établir avec les autres. Et d'ailleurs, je pense même pas qu'on puisse faire sans. Je pense qu'il existe une communauté. On fait avec, on fait contre, on fait tout contre, on fait loin, mais la communauté, on ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. Et il en va de même de la spiritualité. Et il en va de même pour la spiritualité, totalement. Qui peut vraiment habiter et unir d'une certaine manière. Ah ben moi, après, il y a toutes sortes de philosophies là-dedans. Pour moi, la spiritualité, c'est aussi important que l'art. C'est aussi important que la culture. C'est important comme toutes ces choses essentielles qu'on ne peut pas quantifier ou nommer ou monétiser. Ça fait partie profondément de la façon dont on se construit en tant qu'être humain et du regard qu'on pose sur le monde. Vous écrivez dans Le rêve du pêcheur, l'exil est un bannissement et une mutilation. Il y a là quelque chose de profondément inhumain. Oui, parce que ce qui rend l'exil inhumain, c'est l'idée qu'on ne peut pas revenir, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra et que le lieu qu'on laisse se referme sur nous, l'absence se referme sur nous. Quand on voyage ou quand on est touriste ou même quand on est expatrié, on part et on ne doute pas une seconde qu'on pourra revenir à l'endroit qu'on a quitté. L'exil n'offre pas cette possibilité et elle se crée aussi sur une forme de protection de soi qui fait qu'on peut difficilement raconter le vrai chemin de l'exil dans les endroits où on arrive, mais aussi aux endroits d'où on part. C'est aussi un chemin éminemment solitaire. Est-ce que vous avez l'impression d'être une écrivaine de l'intime ? J'espère en tout cas. L'intime est un point de départ pour dire tout le reste. Notre expérience est forcément intime. En tant que romancière, j'assume que ce que j'écris est mon interprétation du réel, le monde que je vois de l'endroit où je suis. Donc il y a forcément une perspective qui m'appartient. Et c'est de l'intérieur de moi-même que j'écris ça. Donc alors forcément, c'est une écriture de l'intime. Et ce qui m'intéresse dans les personnages et dans les êtres, c'est aussi leur cheminement humain et psychologique et spirituel à chaque fois. Vous avez vécu en Afrique, vous vivez en Europe. Avez-vous aussi l'impression d'être un trait d'union entre ces deux continents ? J'appartiens totalement aux deux. C'est comme si j'étais 100% africaine et 100% européenne, mais sans aucune... Mes univers sont fluides, en fait. Et j'ai souvent du mal à expliquer cette fluidité, parce que de temps en temps, que ce soit l'un ou l'autre univers, on me demande une espèce de loyauté, d'afficher ou d'affirmer une espèce de loyauté. Mais je suis totalement loyale à l'un ou à l'autre. Moi, ça ne me pose pas de problème, mais je peux entendre que ça pose des problèmes à d'autres qui voudraient des choses plus tranchées, plus claires. Mais il n'y a pas de réponse simple aux problématiques complexes. Il faut accepter la nuance. Et donc c'est une manière de prôner aussi l'harmonie entre les peuples, in fine. Et l'harmonie à l'intérieur des peuples, déjà. Et puis, comme on disait pour l'individu et la communauté, à l'intérieur des peuples, et puis entre les peuples, et peut-être ne pas faire que la prôner, et aussi dire que ça demande peut-être plus de travail et plus d'engagement que simplement des déclarations lapidaires ou des déclarations de guerre. Eh bien, Emily Boom, mille merci de nous avoir rejoints ce soir. Le rêve du pêcheur a été publié aux éditions Gallimard. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.